On reste à la maison. Ta sœur est épuisée, m'a texté maman. J'ai répondu OK. Ils ne savaient pas qu'elle avait publié depuis une piscine à Miami. Quand ma grand-mère a réécrit le testament, ils ont supplié pour avoir des réponses. Les orchidées coûtaient plus cher que ma première voiture. J'ai remarqué cela en traversant une dernière fois la salle de bal du Carlyle, avant l'arrivée des invités, vérifiant les marque-places avec ma coordinatrice. Une petite femme, nommée Greta, qui avait 3 crayons dans les cheveux et un presse-papier, serré contre sa poitrine comme une armure. Des phalaenopsis blanches importées d'un producteur de Taïwan, que mon cabinet avait utilisé pour le départ à la retraite de l'associé fondateur 2 ans auparavant. $800 par centre de table. 18 tables. Les chiffres me dérangeaient avant. Ce soir-là, non. J'avais été nommée conseillère principale chez Brennan, Whitlock et Pace à 31 ans. La plus jeune de l'histoire du cabinet, qui avait 72 ans. Le dîner à lui seul coûtait $15 000. Et cela sans compter la robe, le photographe, le quatuor à cordes que j'avais engagé, parce que ma grand-mère m'avait dit un jour qu'une vraie célébration devait sonner de telle sorte, qu'en fermant les yeux, on sache que c'était une fête, rien qu'à la musique. Je voulais qu'elle entre dans un événement dont elle se souviendrait. Elle était la seule que je voulais vraiment là. J'ai vérifié mon téléphone à 16h15. Rien de mes parents. Rien de ma sœur. Le message que j'avais envoyé ce matin-là, celui avec l'adresse, le code vestimentaire et un petit mot disant « J'espère vraiment que tu pourras venir ce soir », restait non lu. Je voyais les 2 coches grises. Je me suis dit que c'était bon. Ils habitaient à 2 heures de route, dans la même ville du Connecticut où j'avais grandi, et la circulation un vendredi pouvait être brutale. Je me suis dit beaucoup de choses, durant ces années, que je n'aurais pas dû. À 16h40, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Chérie, on ne va pas pouvoir venir. Ta sœur a eu une semaine vraiment difficile, et elle est épuisée. On reste à la maison pour s'occuper d'elle. Tu comprends. Envoie des photos. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu 2 fois. J'étais debout à côté d'un centre de table qui coûtait plus cher que la robe de mariée de ma mère, dans un lieu que j'avais payé moi-même, le soir où j'étais reconnu devant toute la communauté juridique de New York, et ma mère avait tapé les mots « envoie des photos », comme si j'étais en vacances. J'ai répondu « pas de problème. Prenez soin d'elle ». Greta m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui et je lui ai demandé d'enlever 3 marque-places. Mes parents et ma sœur? Mettez-les doucement de côté, ai-je dit. Je m'en occuperai. Je suis allé au bar, j'ai commandé une eau pétillante et j'ai ouvert Instagram. Ma sœur avait posté une story 11 minutes plus tôt. Elle était à une piscine sur un toit à Miami. La légende disait, voyage entre filles, on en avait tellement besoin. Il y en avait 6 en bikini, tenant des margaritas, le soleil se couchant derrière une rangée de palmiers. Ma sœur était taguée dans un hôtel appelé le Fina. Je connaissais cet hôtel. Je le connaissais parce que j'avais payé son séjour là-bas en mars, quand elle m'avait dit qu'elle traversait un épisode dépressif, et que sa thérapeute lui avait recommandé une semaine de repos. Je lui avais viré $4 000 et $1 200 supplémentaires pour les imprévus. J'avais considéré cela comme une aide à la famille. J'ai fait défiler. Il y avait une autre story derrière, postée ce matin-là. Maman et papa me déposant à LGA. J'adore ces 2-là. Mon père portait sa valise. Ma mère riait. La légende en dessous disait « Les meilleurs parents du monde ». J'étais là, dans une robe à $5 000, tenant un verre d'eau pétillante, regardant mes parents déposer ma sœur à l'aéroport pour le voyage qui, m'avait-il dit, les empêchait de venir à mon dîner de partenariat. Je n'ai pas pleuré. Je tiens
À être clair là-dessus. Je n'ai pas pleuré parce que j'avais tant pleuré au fil des ans à cause de ma famille, que je pense que le puits s'était finalement tari. Ce que j'ai ressenti, à la place, était quelque chose de plus froid, quelque chose de presque clarifiant, comme quand on porte des lunettes sales depuis si longtemps qu'on oublie à quoi le monde est censé ressembler, et que quelqu'un vous entend une paire propre. Et que vous réalisez que vous avez vu à travers la Grèce pendant des années. Je suis retourné voir Greta. Je lui ai demandé combien de sièges vides j'avais maintenant à la table d'honneur. Elle a dit 3. J'ai dit bon. J'ai dit que j'allais passer quelques appels. La première personne que j'ai appelée était ma parajuriste, une femme nommée Petal, qui travaillait avec moi depuis 4 ans, et que j'avais vu se faire refuser le titre de parajuriste senior 2 fois. Parce que l'associé auquel elle rapportait pensait qu'elle était trop discrète pour être efficace lors des réunions clients. J'avais plaidé pour sa promotion lors de 2 évaluations, et j'avais été désavoué. Je lui ai dit d'enfiler ce qu'elle avait de plus beau dans son placard et de me retrouver au Carlyle dans 1 heure. Je lui ai dit qu'elle s'assoirait à ma table. Elle a cru que je plaisantais. J'ai dit, Petal, je n'ai jamais été moins d'humeur à plaisanter. Viens. La deuxième personne que j'ai appelée était M. Okafor, le portier de l'immeuble où j'avais vécu en tant qu'associé junior. C'est lui qui me glissait des bagels restants du chariot de petit déjeuner du hall, les matins où je travaillais toute la nuit et oubliais de manger. Il m'avait dit un jour, alors que je rentrais en pleurs après avoir perdu ma première déposition en solo, que sa fille était défenseur public à Brooklyn. Et qu'il comprenait ce que le droit vous prenait. Il est venu à mon dîner en costume bleu marine, que sa femme avait repassé 3 fois cet après-midi-là, j'allais la prendre plus tard. La troisième personne était ma grand-mère, la mère de mon père, la seule de ma famille pour qui j'aurais traversé le feu. Je l'avais déjà invitée, bien sûr, mais j'ai appelé pour m'assurer que son service de voiture était à l'heure, pour lui dire que mes parents ne viendraient pas, et pour lui demander si elle voulait savoir pourquoi. Elle a fait une pause. Elle a dit, je sais déjà pourquoi. Je sais toujours pourquoi avec eux. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit, chérie, je te le dirai ce soir. Va finir ce que tu fais. Ma grand-mère a 81 ans. Elle a été juge fédérale pendant 22 ans. Elle a pris sa retraite à 75 ans, contre sa volonté, parce que son médecin lui a dit qu'elle devait arrêter de travailler 60 heures par semaine si elle voulait atteindre 80 ans. Elle mesure 1,50 m, elle porte ses cheveux en chignon argenté, qui n'a pas changé de toute ma vie. Elle parle 5 langues et possède un chat nommé Justice. Elle est arrivée à 18h15 dans une voiture noire avec l'ancien colocataire de mon père à l'université, un homme nommé Wendell, qui est son chauffeur depuis 30 ans parce qu'il s'apprécie, et parce qu'elle ne fait confiance à personne d'autre. Elle entra dans la salle de bal, au bras de Wendell, inspecta la pièce comme si elle évaluait une salle d'audience, et dit, eh bien, c'est approprié. C'était son plus grand compliment. Le dîner commença à 19h. L'associé gérant de mon cabinet porta un toast. Il dit que j'étais la jeune avocate la plus stratégiquement intelligente qu'il avait embauchée en 2 décennies. Il utilisa le mot formidable. Ma grand-mère hocha la tête une fois quand il le dit, et je croisai son regard, et je sentis ma poitrine se serrer, d'une manière qui n'avait rien à voir avec les chaises vides de mes parents. Petal était assise à ma gauche. Monsieur Okafor et sa femme étaient assis en face de moi. Ma grand-mère était assise à ma droite. En face d'elle, à la place de ma mère, se trouvait un associé senior d'un cabinet concurrent que je cultivais discrètement depuis 2 ans. À sa gauche, dans le fauteuil de mon père, était assis le conseiller juridique général d'un client du Fortune 100 que j'avais attiré l'automne précédent. Dans la pièce, chaque siège vide laissé par ma famille avait été rempli par quelqu'un qui avait
réellement contribué à ma vie. L'ami de la faculté de droit qui m'avait laissé dormir sur son canapé pendant 3 semaines lors de ma rupture en 2e année. Le professeur qui avait écrit ma recommandation de Claire. L'associé qui était resté avec moi jusqu'à 4 heures du matin. La semaine précédant l'examen du barreau, me questionnant sur la procédure civile, quand mon cerveau était trop épuisé pour lire. Ce fut le meilleur dîner de ma vie. Au moment du dessert, ma grand-mère s'est penchée et a dit, très doucement, « Je suppose que tu as remarqué les frais visa de ta mère ce mois-ci. » Non, je ne l'avais pas remarqué. J'avais été trop occupé à préparer l'évaluation de partenariat. Elle a dit, « Regarde, quand tu auras un moment, tu voudras le faire. » Je me suis connecté à mon compte sur mon téléphone sous la table, pendant qu'une soprano chantait le 2e mouvement de quelque chose de français, que je ne peux toujours pas nommer. J'avais 2 cartes de crédit que j'avais données à mes parents au fil des ans. L'une, je l'avais donnée à ma mère parce qu'elle m'avait dit en avoir besoin. Pour les urgences, au cas où quelque chose arriverait à mon père. L'autre, je l'avais donnée à mon père parce qu'il m'avait demandé de payer la réparation de sa voiture avec, et de le rembourser plus tard. Et d'une manière ou d'une autre. Il ne l'avait jamais rendu. La carte au nom de ma mère avait 11 000 $ de frais. Ce mois-là. La majeure partie dans un hôtel que je ne reconnaissais pas à Naples, en Floride. La carte de mon père avait été débitée de 4 600 $ pour une montre. Une montre. J'avais payé une montre. J'ai regardé ma grand-mère. Elle m'a regardé. En retour. Elle a dit, « Je te l'avais dit. » Je lui ai demandé comment elle savait. Elle a dit, « Parce que ta mère m'a appelé mardi pour me demander si je voulais contribuer au voyage de ta sœur à Miami. » Je lui ai dit que non. J'ai demandé d'où venait l'argent. Elle m'a dit que sa fille avait été généreuse. Je suppose qu'elle ne parlait pas de moi. Je suis resté assise là. La soprano a atteint une note élevée. Ma grand-mère a siroté son champagne. Elle a dit, « Tu as été très bonne envers eux, et ils ont été très mauvais envers toi. Je l'ai observé pendant 30 ans. Je l'ai vu arriver à ton père quand il était enfant, et maintenant je le vois t'arriver. Le schéma se répète à moins que quelqu'un ne le brise. » Je lui ai demandé ce qu'elle suggérait. Elle a dit, « Je ne suggère rien. J'observe que tu es maintenant conseillère principale dans l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville. Tu as l'esprit juridique le plus clair de toutes les personnes que j'ai élevées. Et tu as permis à ta mère de te mettre dans l'embarras pour des milliers de $ d'achats frauduleux. Je te fais confiance pour tirer tes propres conclusions. » C'était ma grand-mère. C'est comme ça qu'elle parlait. Je me suis excusé et je suis allé dans le hall pour appeler ma banque. J'ai gelé les 2 cartes. J'ai demandé un historique complet des transactions des 12 derniers mois. Je leur ai dit que je déposerais une plainte pour fraude dans les 72 heures. Le gérant de nuit de la banque, un homme qui semblait fatigué, nommé, je crois, Curtis, m'a dit qu'il comprenait et qu'il était désolé que je doive gérer cela lors de ce qui semblait être une soirée de célébration. Je lui ai dit que tout allait bien. Je lui ai dit que j'appréciais son aide. Je suis rentré à l'intérieur. Pendant le reste du dîner, j'ai fait une liste dans ma tête. J'avais payé une partie des frais de scolarité de ma sœur à l'université après que mes parents m'eurent dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. 42 000 $ sur 2 ans. J'avais payé le lieu de son mariage, lorsqu'elle s'était mariée à 24 ans avec un homme dont elle avait divorcé 14 mois plus tard. 12 000 $. J'avais payé sa voiture quand l'ancienne était tombée en panne. 18 000 $. J'avais payé la compte de la nouvelle maison de mes parents, quand ils avaient vendu celle où j'avais grandi et déménagé dans un lotissement avec un parcours de golf qu'ils n'auraient pas pu se permettre autrement. 80 000 $. J'avais payé le suivi de l'opération de la hanche de mon père,
parce qu'il m'avait dit que son assurance ne couvrirait pas la physiothérapie. 6 000 $. J'avais payé la voiture de ma mère. J'avais payé la voiture de ma mère 2 fois. J'avais payé au total, au cours des 7 années précédentes, quelque 310 000 $ à ma famille immédiate. En retour, il n'était pas venu à mon dîner de partenariat, parce que ma sœur était épuisée par sa semaine et devait être emmenée à Miami. Au moment où l'orchestre a commencé, je savais exactement ce que j'allais faire. Le lendemain matin, un samedi. J'étais à mon bureau à 7 heures, en sweatshirt et leggings, avec une cafetière et 3 blocs-notes juridiques. J'ai travaillé 9 heures. J'ai extrait tous les emails, tous les SMS, tous les relevés de virements, tous les documents liés à chaque dollar que j'avais jamais donné à ma famille. Je les ai organisés par destinataire, par objectif, par remboursement promis. J'ai rédigé des lettres de mise en demeure. J'ai écrit une chronologie. La plupart étaient irrécupérables, je le savais. Les cadeaux sont des cadeaux selon la loi, à moins d'avoir un accord de prêt écrit, mais 3 choses n'étaient pas des cadeaux. La première était la fraude par carte de crédit, où ma mère avait utilisé une carte qui lui avait été donnée pour des urgences, afin de facturer des vacances sur lesquelles elle m'avait menti. C'était un cas clair. J'ai déposé le litige cet après-midi-là auprès de la banque, avec la documentation. Ils ont annulé toutes les charges en moins de 2 semaines. La deuxième était la montre. Mon père m'avait spécifiquement dit qu'il utilisait la carte pour payer une réparation de voiture. J'avais des SMS. Il m'avait envoyé une photo d'une facture de mécanicien. Il n'y avait pas de montre sur la facture. Il avait commis une fraude par écrit. Pour 4600 $. La banque l'a également annulé. La troisième était la compte sur la maison. J'avais demandé à mon père, à l'époque, de signer un document reconnaissant que les 80 000 $ étaient un prêt remboursable lors de la vente de la maison. Il l'avait signé. Je l'avais dans mon coffre-fort. Je lui avais demandé de le signer parce que ma grand-mère, 2 ans auparavant, m'avait dit de commencer à me protéger. Mais le par écrit, avait-elle dit. Parce qu'ils ne te le rendront jamais, à moins que tu ne puisses les y obliger. J'ai envoyé à mon père une lettre recommandée le lundi suivant, exigeant le remboursement des 80 000 $, avec intérêt, dans les 60 jours, selon les termes du document qu'il avait signé. J'ai fait livrer la lettre à son bureau. Je voulais que sa secrétaire la voie. Il m'a appelé cet après-midi-là, hurlant. J'ai laissé le message aller sur le répondeur. Le message durait 11 minutes. Il a utilisé des mots que je ne répéterai pas ici. Il a dit que j'étais une fille vindicative, ingrate, qui ne comprenait pas ce que signifiait la famille. Il a dit que je regretterais cela. Il a dit que ma sœur était dévastée. J'ai appelé ma grand-mère. Je lui ai fait écouter le message vocal. Elle a dit, garde ça. Tu pourrais en avoir besoin. Ma mère a appelé ensuite. Elle n'a pas crié. Elle a pleuré. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui m'avait prise, qu'elle m'aimait, qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, que l'histoire de la carte de crédit était un malentendu parce qu'elle pensait que je payais les vacances en famille. Je lui ai demandé quelles vacances en famille. Elle a dit celle de Miami. Je lui ai demandé si elle était allée à Miami. Elle a fait une pause. Elle a dit non, mais ta sœur y était, et c'est de la famille. Je lui ai dit que ma sœur avait 30 ans et pouvait payer ses propres vacances. Elle a dit, elle n'a pas ton travail, chérie. Il faut être raisonnable. Je lui ai dit que j'avais été raisonnable pendant 10 ans et que j'en avais fini. Je lui ai dit que je ne paierais plus rien pour aucun d'entre eux, sous aucune forme, jamais plus. Je lui ai dit qu'elle avait 3 options. Elle pouvait rembourser ce qu'elle avait volé avec des preuves. Elle pouvait laisser la banque la poursuivre pour cela, ou elle pouvait m'ignorer et je déposerais une
Plainte à la police. Je l'ai dit calmement. Je l'ai dit comme je l'aurais dit à l'avocat de la partie adverse. Elle m'a raccroché au nez. Ma sœur a appelé 12 minutes plus tard. Ma sœur a 30 ans. Elle n'a jamais gardé un emploi plus de 14 mois. Elle travaille dans ce qu'elle appelle le conseil en images de marque, ce qui, d'après ce que je peux en juger, signifie qu'elle se prend en photo dans des hôtels et tague des entreprises dans l'espoir qu'elle lui envoie des choses gratuites. Elle vit dans un appartement à Brooklyn que je paie. Bien qu'elle ne sache pas que c'est ce que je paie. Je le couvre par l'intermédiaire d'une société de gestion immobilière qui envoie une facture à son père, qu'il paie avec l'argent que je lui ai envoyé. Cet arrangement, je dois ajouter, a pris fin cette semaine-là. Elle a commencé l'appel en disant « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je l'ai laissé parler pendant environ 3 minutes. Elle a dit que j'étais égoïste. Elle a dit que j'avais ruiné sa carrière en étant si dramatique à ma propre fête. Elle a dit que ses amis lui posaient des questions, et qu'elle ne savait pas quoi dire. Elle a dit que nos parents étaient dévastés. Elle a dit que notre grand-mère était bizarre et froide avec elle, et qu'elle soupçonnait que j'avais dit quelque chose. J'ai attendu qu'elle ait fini. Puis j'ai dit, je veux que tu écoutes attentivement. Je ne paie plus ton loyer. Je ne paie plus rien dans ta vie. J'appelle ton propriétaire lundi pour me retirer du bail. Tu as jusqu'à la fin du mois pour régler ta situation. Elle a commencé à rire. Elle a dit que je bluffais. J'ai dit que non. Elle a dit, tu ne me ferais pas ça. Je suis ta sœur. J'ai dit, tu as raison, tu es ma sœur. Le reste, non. J'ai raccroché. Elle a rappelé 46 fois. Dans les 2 heures suivantes. Je n'ai pas répondu. Ma grand-mère a appelé une fois au milieu de tout ça. Elle a dit qu'elle était fière de moi. Elle a dit, c'est la partie la plus difficile, la partie où ils ripostent. Ils iront de mal en pis avant d'aller mieux, et ils ne s'amélioreront peut-être jamais, et tu dois l'accepter. Je lui ai demandé comment elle le savait. Elle a dit, parce que j'ai dû le faire avec la famille de ton grand-père il y a 50 ans, et ton père me le fait à sa manière depuis. J'ai 81 ans, ma chérie, et je connais ta mère depuis ses 24 ans, et je te le dis, c'est la seule voie. Ce qui s'est passé ensuite est la partie à laquelle je pense le plus. Ma sœur, dans son infini talent pour l'autodestruction, a décidé de rendre le conflit public. Elle a posté une longue vidéo sur son Instagram et TikTok expliquant comment sa sœur avocate, très influente, avait coupé les ponts avec sa famille, annulé son loyer et cessé de parler à leurs parents, tout cela parce qu'ils n'avaient pas pu venir à son dîner de gala. Elle n'a pas mentionné Miami. Elle n'a pas mentionné la carte de crédit. Elle a sous-entendu que j'avais une crise de nerfs. Elle a pleuré devant la caméra. Elle a dit que sa thérapeute s'inquiétait pour elle. La vidéo a obtenu 50 000 vues en 12 heures. Elle a obtenu 2 millions de vues en 5 jours. J'aimerais dire que c'était une stratégie de ma part, mais ce n'était pas le cas. Je n'ai vraiment pas répondu. J'étais occupé. Je travaillais sur une affaire. Je dormais 8 heures par nuit pour la première fois depuis 1 an. Internet, cependant, a fait son propre travail. Les gens ont trouvé d'autres contenus de ma sœur. Ils ont trouvé les voyages. Ils ont trouvé les bikinis au FINA. Ils ont trouvé une vidéo qu'elle avait postée 6 mois plus tôt, où elle plaisantait sur le fait que la carte de crédit de sa sœur ne disait jamais non. Ils ont tout mis bout à bout. Au 3e jour, les commentaires sur sa vidéo larmoyante défilaient si vite qu'on ne pouvait pas les lire. Au 5e jour, 3 marques avec lesquelles elle travaillait avaient discrètement cessé de la suivre. Au 7e jour, une journaliste d'un assez grand média m'avait contacté pour un commentaire. Je n'en ai donné aucun. J'ai fait envoyer par Peddle, ma parajuriste,
Non merci, Polly. La journaliste a quand même écrit l'article. C'était réfléchi. Elle avait fait ses recherches. Elle avait parlé à 2 des anciennes colocataires de ma sœur, qui avaient toutes les 2 des histoires. L'article a été publié avec le titre « Quand le distributeur automatique familial ferme enfin son compte ». Ce n'était pas flatteur pour ma famille. Ma mère a appelé une fois après cela. Elle a laissé un message vocal qui commençait par « J'espère que tu es heureuse ». Je l'ai supprimé sans écouter. Le reste. Mon père n'a pas appelé. Mon père, j'ai appris plus tard, avait été discrètement licencié de son travail le mois précédent, pour des raisons que personne dans la famille ne m'avait dites. La lettre de mise en demeure de 80 000 $ lui était tombée au plus mauvais moment. Il l'a remboursée, finalement, en plusieurs versements, après que j'ai clairement indiqué que je déposerais une plainte civile s'il ne le faisait pas. Le dernier versement est arrivé 18 mois plus tard. Il n'y avait pas de mots, juste un virement bancaire. Ma sœur a quitté son appartement 3 semaines après notre appel. Je ne sais pas où elle est allée. J'ai entendu dire, par l'intermédiaire d'une cousine, qu'elle avait emménagé avec l'une des femmes du voyage à Miami. J'ai entendu dire qu'elle avait perdu la plupart de ses contrats de marque. J'ai entendu dire qu'elle travaillait dans un bar à jus. Je ne sais pas si tout cela est vrai et je n'ai pas demandé. Ce que je sais, c'est ceci. Ma grand-mère a eu 82 ans ce printemps, après mon dîner de partenariat. Nous avons déjeuné dans son restaurant préféré, un petit endroit français de l'East Village, ouvert depuis 1973, où le serveur la connaît par son nom. Elle portait le chignon. Elle a commandé le canard. Nous avons partagé une bouteille de vin. À mi-chemin du repas, elle a posé sa fourchette et m'a regardé. Elle a dit, « J'ai quelque chose à te dire. J'ai réécrit mon testament l'automne dernier. » Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de me parler de son testament. Elle a dit, « Je te le dis parce que je veux que tu connaisses la structure. J'ai laissé la majeure partie de mon patrimoine à une fiducie. La fiducie est administrée par mon avocat. Le revenu est à toi pour ta vie. Le capital ira à la fondation caritative de ton choix à ta mort. Rien ne va à ton père. Rien ne va à ta mère. Rien ne va à ta sœur. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas une punition. J'ai pris cette décision en me basant sur ce que j'ai observé, concernant qui, dans cette famille, est capable de gérer et qui ne l'est pas. Je ne suis pas capable de laisser de l'argent à des gens qui le gaspilleraient, et je suis trop vieille pour faire semblant du contraire. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'argent. Elle a dit, « Je sais que tu n'en as pas besoin. C'est exactement pourquoi je te le laisse. » Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assise sur mon canapé, et j'ai pleuré pour la première fois depuis presque 1 an, non pas à cause de l'argent, mais parce que quelqu'un de ma famille m'avait enfin vu clairement, et avait choisi de me protéger au lieu de me demander de les protéger. C'est ce à quoi je pense le plus. L'absence pesante de 3 personnes à un dîner m'a appris ce que la présence signifie réellement. La façon dont ma grand-mère, à 81 ans, avait discrètement porté la vérité. Pendant des décennies, attendant le bon moment pour me la transmettre. La façon dont les gens qui sont venus ce soir-là, la parajuriste, le portier, l'ami de la faculté de droit, le professeur, les collègues qui n'avaient aucune obligation de venir, m'avaient appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui était ma vraie famille. Ma sœur m'a envoyé un long email à Noël dernier. Elle disait qu'elle était désolée. Elle disait qu'elle était en thérapie. Elle disait qu'elle espérait que nous pourrions parler un jour. J'ai répondu 2 phrases. Je suis contente que tu sois en thérapie. Prends soin de toi. C'était il y a presque 1 an. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis.
Je ne m'y attends pas. Je ne m'y attends pas. Je ne le souhaite plus particulièrement. Les orchidées, d'ailleurs, sont restées sur ma table de salle à manger pendant 2 semaines après le dîner. Je les avais fait livrer à mon appartement parce que je ne pouvais pas me résoudre à les jeter. Elles ont duré plus longtemps que prévu. Des fleurs blanches sur le bois. Sombre, dans un appartement calme, dans une ville pleine de gens qui avaient enfin pris tout leur sens. J'ai gardé une des cartes, la petite qui était à la place de ma grand-mère. Elle avait écrit quelque chose au dos, de sa petite écriture précise, avant de partir. Ce soir-là. Je la garde dans le tiroir de mon bureau au bureau. Elle dit, les bonnes pièces ne vous manquent pas quand vous n'êtes pas dedans. Elle trouve simplement quelqu'un qui méritait la place. Elle a souligné. Méritait. Je la regarde parfois les jours difficiles. Je pense à ce qu'il a fallu pour apprendre ce que cela signifiait. Je pense que cela valait chaque dollar que je n'ai jamais récupéré. Je pense à cette nuit plus que je ne l'aurais cru. Pas au dîner lui-même, mais aux petits choix qui l'ont précédé, et aux plus grands qui l'ont suivi. Le SMS de ma mère. L'histoire Instagram que j'ai failli ne pas ouvrir. Le moment où j'ai demandé à Greta de retirer les marque-places au lieu de $300 de nourriture. Les gens parlent des grands tournants comme s'ils arrivaient avec le tonnerre. Le mien est arrivé avec une eau pétillante et un relevé de carte de crédit. Voici ce que j'ai appris. La cause et l'effet sont réels, et ils sont patients. Pendant 10 ans, j'ai donné de l'argent à ma famille, et ils l'ont pris et m'ont traité plus mal, pas mieux, à chaque virement. Je me disais que j'étais généreuse. En fait, je leur apprenais, lentement et soigneusement, que je n'avais pas de limite. Les gens vous rencontreront toujours à la limite que vous fixez, et s'il n'y a pas de limite, ils continueront à marcher. Ce n'est pas de la cruauté de leur part. C'est la gravité. L'eau coule en pente. L'argent coule vers la personne qui ne dit jamais non. J'ai construit cette maison moi-même, de mes propres mains, pendant de nombreuses années. La nuit où mes parents ont manqué mon dîner, j'ai enfin compris qu'être généreux et être respecté ne sont pas la même chose. Ils ne sont même pas sur la même carte. Vous pouvez tout donner à quelqu'un, et le voir vous mépriser pour cela, car, au fond, les gens savent quand quelque chose a été gagné, et quand cela a été extrait, et ceux qui l'extraient le savent le plus. Ma sœur m'a appelé un guichet automatique devant ses amis, parce que, dans ces moments honnêtes, c'est ce que j'avais accepté d'être. Le caractère se construit dans les moments où personne ne regarde. Ma grand-mère observait discrètement depuis 30 ans. Elle ne m'a pas fait la morale. Elle m'a laissé parvenir aux vérités à mon propre rythme, comme le font les bons professeurs, puis elle m'a donné la dernière pièce dont j'avais besoin quand j'étais prête à l'utiliser. C'est de la sagesse, pas le genre bruyant. Le genre qui attend. Je veux te dire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. La force n'est pas là. Même chose que l'endurance. Pendant longtemps, je les ai confondus. Je pensais qu'être forte signifiait absorber tout ce que ma famille me tendait sans sourciller. Ce n'est pas le cas. La vraie force est de savoir quand lâcher prise. C'est passer l'appel à la banque à 16h40, pendant que la soprano chante. C'est signer la lettre de mise en demeure. C'est raccrocher au nez de ta sœur et ne pas répondre quand elle rappelle 46 fois les personnes qui se sont présentées. Pour moi ce soir-là, Greta avec son presse-papier, Petal dans sa plus belle robe, Wendell conduisant ma grand-mère à travers la ville, ce sont ces personnes qui avaient gagné mon temps et ma loyauté bien avant d'obtenir les sièges. Les sièges ont juste rendu cela visible. Si quelque chose dans ta propre vie te demande de choisir entre être gentil avec les gens qui te blessent et être honnête avec toi-même, choisis l'honnêteté. La gentillesse que tu te dois n'est pas moins importante que la gentillesse que tu dois à quiconque. J'ai appris
Cela a 31 ans, assise à côté d'une chaise vide, tenant un verre qui ne tremblait plus.